aujourd'hui, effectivement, je vais vous proposer une conférence sur François Ier, une espèce d'introduction générale au souverain et à son règne. François Ier occupe une place un peu particulière dans l'histoire de France. C'est un souverain qu'on ne connaît pas très bien, en fait, mais c'est un souverain auquel pourtant sont attachées toute une série d'images que pour le coup tout le monde a dans l'esprit. La première image, je pense, c'est que François Ier a un visage, il y a un portrait qui est ce portrait en buste de 1527 de Clouet et qui fait que lorsque l'on pense à François Ier, on pense forcément à lui avec cette image. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de rois de France pour lesquels on a une image aussi claire. Si vous pensez Saint-Louis ou même Henri IV ou même Louis XIII d'une certaine manière, on n'identifie pas ces rois à un visage particulier. Et puis ensuite, toute une série d'événements du règne. Le premier, c'est évidemment la bataille de Marignan, en 1515, avec la charge victorieuse de François Ier. Il y a ensuite l'adoubement de François Ier par Bayard au soir de la bataille de Marignan. Il y a la mort de Léonard de Vinci dans les bras de François Ier. Et tous ces événements que tout le monde connaît à peu près sont, disons-le d'entrée de jeu, à peu près tous soit totalement faux, soit assez largement faux. Et en fait, il y a autour du personnage de François Ier toute une série de légendes, et ce sera l'un des angles d'attaque de mon exposé ce soir, toute une série de légendes qui sont particulièrement intéressantes parce qu'on le verra, elles sont fausses, mais elles nous disent quasiment toutes quelque chose d'assez vrai. Et il y a en fait comme un obstacle ou un prisme déformant, si vous voulez, qui nous sépare, nous, d'où nous sommes, de François Ier et de l'époque à laquelle il a vécu. Et ce prisme déformant, c'est le XIXe siècle. Le XIXe siècle est un siècle de naissance et d'affirmation de l'histoire scientifique. C'est également un siècle très important dans la construction et l'élaboration de notre roman national. Et ce roman national, c'est un roman qui est avant toute chose un roman visuel. C'est-à-dire que Paris Match a bien compris qu'il y a le poids des mots et le choc des photos. Eh bien, le choc de l'image fait qu'elle marque beaucoup plus notre esprit que les discours les plus élégants que l'on puisse imaginer. Et ce qui est important, c'est que cette mise en image du règne de François Ier qui intervient au XIXe siècle percole en fait, sans qu'on le sache forcément, je dirais même presque tout le temps, on n'en a pas conscience, percole jusqu'à aujourd'hui. Donc je prends un exemple, alors pour le coup, un exemple d'un épisode que je pense qu'en fonction de l'âge des gens dans la salle, en gros, ceux qui sont nés après 1950 n'ont jamais entendu parler de la rencontre du camp du Drap d'Or, et ceux qui sont nés avant 1950 ont eu dans leur manuel scolaire un récit de cette rencontre du camp du Drap d'Or. Donc en gros, ça fait 70 ans qu'on ne sait plus que ça s'est passé, mais c'était un épisode important, notamment du Petit Lavis illustré à partir de la fin du 19e siècle. C'est une rencontre qui se tient au mois de juin 1520 entre François Ier, que vous voyez à droite, et Henri VIII. Et cette rencontre, vous voyez, est mise en image par un peintre d'histoire, Auguste Debay, dans un tableau qui est qui est exposé au musée de Versailles. Ce tableau de 1837 est décliné sous forme de vignettes dans les manuels scolaires de la fin du XIXe siècle, notamment le Petit Lavis que vous voyez ici, et il est décliné jusqu'à l'Histoire de France en bande dessinée publiée par Larousse en 1970, et encore repris une cinquantaine d'années plus tard par la Poste lorsqu'elle fait ce timbre qui commémore donc cette rencontre du camp du Drap d'Or. Et cet exemple que je viens d'illustrer pourrait en fait être développé, si vous voulez, ou démultiplié avec tous les autres épisodes que j'ai évoqués au départ. Donc le sujet en fait de cet exposé vise en fait à essayer de faire la part entre ce qui s'est réellement passé, si vous voulez, au cours du règne de François Ier, d'une part, et le discours qui a été élaboré, parfois dès le règne de François Ier, mais beaucoup plus souvent à partir du XIXe siècle, sur ce discours. Et c'est le sujet en fait d'un livre que j'ai publié il y a 2 ans, qui s'appelle donc François Ier, un roi entre deux mondes. Et je vais donc exposer ces deux mondes entre lesquels le roi vit. J'ai organisé mon propos en 3 temps. Dans un premier temps, je voudrais proposer un portrait, si vous voulez, assez rapide du roi à partir de 5 caractéristiques, qui sont l'autorité, l'énergie, le faste, la simplicité et le pragmatisme. Deuxième temps, je voudrais aborder
peut-être l'épisode le plus important ou le plus connu du règne, qui est la bataille de Marignan, en posant une question un peu provocante, qui est de savoir si François Ier a vraiment gagné la bataille de Marignan, comme on nous le répète. Et je terminerai par un troisième point, qui est l'analyse en fait des talents de communicant de François Ier, et notamment ses talents en termes de communicant par son portrait, par le fait qu'il définit une fois pour toutes, en 1527, la manière dont il doit être représenté, et que cette manière définie en 1527 est encore valable en 2020 si on veut représenter François Ier. Donc, dans un premier temps, qui est François Ier à travers ces 5 caractéristiques? Première caractéristique, l'autorité. Je m'intéresse, si vous voulez, à la question de François Ier comme roi de France, roi qui est à la tête d'un royaume, un royaume de 16 millions d'habitants, et qui est à la tête également d'une administration en plein développement, d'un gouvernement qui est en voie d'institutionnalisation, avec la création d'un conseil du roi. Et à la tête de ce conseil, on a un homme qui s'appelle Anne de Montmorency, le prénom Anne étant un prénom masculin ou féminin au XVIe siècle. Et ce Anne de Montmorency, vous l'avez dans tous les tableaux d'histoire du XIXe représentant François Ier, mais vous l'avez également dans les illustrations d'époque du XVIe siècle, comme par exemple dans cette remise d'une traduction de Diodore de Sicile à François Ier, qui est entouré par ses courtisans, et notamment, en partie en haut à gauche, par 3 courtisans très importants. Le premier étant le grand maître Anne de Montmorency, ici, le deuxième, le cardinal Jean de Lorraine, et puis le troisième, l'amiral Philippe Chabot de Brion. Ce qu'on a eu tendance à dire et à écrire pendant, je dirais, au moins 200 ans, depuis le début du XIXe siècle, c'est l'idée que François Ier n'avait pas vraiment gouverné son royaume. En fait, il avait été le jouet de ses favoris, et notamment le jouet de son favori le plus important du règne, qui était Anne de Montmorency. Et en fait, une analyse un peu subtile, si vous voulez, ou un peu fine de la manière dont le pouvoir était administré au XVIe siècle révèle qu'il n'en est rien. Et il n'en est rien pour toute une série de raisons très simples, qui sont tous les garde-fous que François Ier a su dresser pour se protéger de son favori. Le premier, je parle dans cette diapo de l'alliance Montmorency-Lorraine. La première chose, c'est que François Ier ne laisse jamais Anne de Montmorency tout seul aux affaires. C'est-à-dire qu'il a un bras droit, et ce bras droit, c'est Jean de Lorraine, le cardinal Jean de Lorraine, qui a une utilité, c'est-à-dire qu'il assiste le principal ministre, mais il peut également le remplacer si jamais le roi souhaitait le disgracier. Et ça, c'est quelque chose que vous avez pendant, je dirais, tout l'Ancien Régime. C'est-à-dire que pour Henri IV, par exemple, on parle souvent de la puissance, de la toute-puissance de Sully, mais Sully n'est jamais seul. C'est-à-dire que Henri IV maintient à côté de Sully un secrétaire d'État qui s'appelle Villeroy, et qui fait que Sully sait pertinemment que son pouvoir est limité et qu'il n'est pas irremplaçable. Et on peut penser également aux premières décennies du règne de Louis XIV avec Colbert et Louvois. Voilà. Les rois ont le souci de ne pas se mettre entre les mains de leurs serviteurs. Donc Montmorency, en tant que favori, a un assistant qui est le cardinal Jean de Lorraine. Mais à côté de ce duo, en fait, il y a une deuxième protection par le roi, qui est l'ennemi personnel de Montmorency, qui est l'amiral Philippe Chabot de Brion. Donc qui, lui, ne participe pas au gouvernement entre, je dirais, la fin de la décennie 1520 et puis 1541, qui est le moment de la disgrâce de Montmorency. C'est-à-dire que Chabot de Brion ne participe pas au gouvernement, mais il est là. Il est là en embuscade, et Montmorency sait très bien qu'en cas de disgrâce, il ne pourra pas imposer sa présence à François Ier, qui pourra, dans un premier temps, le remplacer par le cardinal de Lorraine, et dans un deuxième temps, le remplacer par l'amiral Philippe Chabot de Brion. Et c'est ce qui se passe en 1541. Montmorency a défendu une politique de rapprochement avec Charles Quint, qui a échoué, et donc François Ier disgracie au mois de juin 1541 le connétable de Montmorency, qui quitte la cour de France et qui n'y remettra jamais les pieds jusqu'à la mort de François Ier en mars 1547. Et donc, le contresens à ne pas commettre, qu'il s'agisse de Montmorency pour François Ier, qu'il s'agisse de Sully pour Henri IV, de Richelieu pour Louis XIII ou de Mazarin pour le jeune Louis XIV, le contresens à ne pas commettre, c'est de croire que le favori est indispensable à son souverain.
Et il me semble que ça n'a jamais été aussi bien dit que par Corneille dans la première scène de l'acte 5 de Cinna, où l'empereur convoque Cinna, qui est un de ses conseillers les plus importants, et donc Corneille met dans la bouche d'Auguste des propos qui résument un peu le rapport de force, si vous voulez, qu'il existe entre l'empereur d'une part et l'un de ses principaux conseillers d'autre part. Il lui tient les propos suivants, Auguste, il lui dit à Cinna, « Ma faveur fait ta gloire, et ton pouvoir en vient. Elle seule t'élève et seule te soutient. C'est elle qu'on adore et non pas ta personne. Tu n'as crédit ni rang qu'autant qu'elle t'en donne. Et pour te faire choir, je n'aurais aujourd'hui qu'à retirer la main qui seule est ton appui. » Et si vous examinez toutes les disgrâces qui caractérisent le règne de François Ier, le règne d'Henri IV, le règne chez ses contemporains de Soliman le Magnifique qui disgracie Ibrahim Pacha, de Henri VIII qui disgracie Thomas Wolsey puis Thomas Cromwell, etc., cette réalité de ma faveur fait ta gloire, définie par Corneille, est à mon avis mieux dit que, évidemment, je ne pourrais le dire moi-même. Donc l'autorité de François Ier ne saurait être contesté, malgré tout ce que peuvent écrire ses adversaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis d'erreurs, ça ne veut pas dire qu'il a parfois pas commis notamment l'erreur de s'entourer de conseillers qui l'ont mal conseillé. Ça veut juste dire que, in fine, le responsable, c'est lui, parce qu'il n'a jamais abdiqué son autorité, qu'il n'a jamais soumise en fait à l'autorité d'un de ses conseillers. Alors deuxièmement, l'énergie. L'une des caractéristiques de François Ier, c'est une énergie absolument exceptionnelle. C'est une énergie qui s'exprime dans la guerre, entre 1515 et 1525, et qui s'exprime également dans toute une série de jeux ou de divertissements à la cour de France. Et il y en a divertissements qui sont généralement assez violents. Donc il y a des batailles d'oranges sur les routes de Provence en 1518 par exemple. Et puis il y a un épisode qui a failli causer sa mort, et qui est un épisode qui intervient à Romorantin au début de l'année 1521 dans le contexte de la fête des rois, où en fait la cour se divise en deux. C'est un jeu, même si c'est un jeu un peu brutal. C'est un jeu au cours duquel la cour se divise en deux. On a d'une part une partie de la cour autour de François Ier, et puis d'autre part une partie de la cour autour d'un favori de François Ier, qui est le comte de Saint-Paul. Et le but, c'est de rentrer dans la maison du comte de Saint-Paul. Et je dirais que cet épisode exprime, à mon avis, illustre une réalité qui est, vous n'êtes pas obligé de partager, mais que je pense que si vous prenez un groupe de garçons de 9 ans, et que vous prenez ce même groupe de garçons de 9 ans 40 ans plus tard, en termes de maturité, on n'a pas beaucoup progressé, en fait. Et là, on a François Ier qui a pas loin de 30 ans, qui est avec ses amis. Et donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye d'entrer dans la maison du comte de Saint-Paul. Il essaie de défoncer la porte. Et vous avez un serviteur un peu zélé du comte de Saint-Paul qui balance une bûche enflammée par la fenêtre qui tombe sur François Ier pour l'empêcher de rentrer. Et François Ier manque de mourir. Il est blessé assez gravement, il a une balafre, une brûlure, et il est ouvert au niveau de la mâchoire ici sur près de 7 cm. Et il y a deux conséquences de ça. La première, c'est que il est rasé intégralement du crâne pour être soigné par les chirurgiens. Et on connaît en fait cet épisode parce que François Ier refuse d'être le seul homme rasé à sa cour, et donc il demande à ce que tous les hommes de la cour soient rasés. Et donc on connaît l'épisode par les ambassadeurs italiens qui sont présents à la cour et qui sont terrés chez eux parce qu'ils savent que s'ils sortent de chez eux, les archers royaux vont s'emparer d'eux et vont leur raser le crâne de force. C'est pour ça que j'avais proposé à mon éditeur comme titre François Ier, l'homme qui ne voulait pas être chauve tout seul. Mais on trouvait que ça faisait un peu roman suédois et que ce n'était pas tout à fait dans l'esprit du livre. Et le deuxième élément, c'est que c'est à partir de ce moment-là que François Ier se laisse pousser la barbe pour masquer en fait la cicatrice qui est issue de cette blessure de jeu un peu idiot. Alors, cette énergie, elle s'exprime également dans la chasse. Dans la chasse, il a le titre de père des veneurs. Vous voyez ici illustré, encore une fois, un manuel du début du XXe siècle, un départ à la chasse à partir du château de Blois. Sachant que François Ier a des goûts très spécifiques en matière de chasse, il ne pratique pas la chasse au faucon, qui est une chasse qui est pourtant très répandue à la cour de France, dans l'élite nobiliaire, mais ce n'est pas une chasse qui l'intéresse.
tout bêtement parce que c'est une chasse qui n'est pas assez physique pour lui. Il n'est pas non plus intéressé par une chasse qui se développe en Italie, qui est une chasse de précision, c'est-à-dire le tir d'oiseaux à l'arc, à l'arquebuse ou à l'arbalète. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Il n'est pas non plus intéressé par une chasse qu'on appelle le grand ouraillement, et qui est pourtant une chasse très physique, vous voyez, où vous rassemblez en fait toutes les bêtes ici sur une aire de massacre. Vous voyez, il y a des banderoles qui empêchent ensuite les animaux de sortir, et donc vous achevez les animaux à l'arbalète, à l'épée, à l'épieu, etc. Mais l'idée qu'on lui amène les animaux pour qu'il les tue avec confort, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui intéresse François Ier, c'est ce qu'on appelle le cours du cerf. Et le cours du cerf, vous avez compris, c'est l'ancêtre de la chasse à cours. Et c'est un sport qui est, enfin une technique de chasse qui est très française à l'époque, même si ensuite elle va essaimer dans toute l'Europe. Et François Ier tient à ce type de chasse, alors même qu'elle est assez méprisée par une partie de l'élite européenne, et notamment par les Italiens, qui disent mais quel est l'intérêt de galoper à travers les arbres en se prenant des branches, des feuilles, des épines, en risquant d'être assommé par une branche un peu plus basse, voire de mourir. Quel est l'intérêt de ce sport? Et c'est vrai que dans le cas de François Ier, je n'ai pas fait le compte exhaustif, mais j'avais quand même réussi à trouver que François Ier a passé au moins 6 jours de sa vie dans le coma pour avoir heurté une branche un peu basse. Mais François Ier, c'est ça qui l'intéresse. Et ce qui l'intéresse, en fait, c'est notamment l'endurance, et c'est le défi notamment de la chasse au cerf, qui, encore une fois, est un animal qui est très rusé. C'est-à-dire qu'en gros, le principe du cerf, si vous l'attaquez, c'est qu'il va toujours revenir à l'endroit où vous l'avez débusqué, mais il va faire un immense détour pour que vous le perdiez, pour que vous perdiez sa trace. Et le cerf est très endurant. Et donc, on a des témoignages, notamment de Philippe Chabot de Brion, qui participe à une chasse au cerf près de Saint-Laurent-des-Eaux, là où maintenant vous avez une centrale nucléaire. Et la chasse va durer près de 48 heures. Pendant 48 heures, ils poursuivent le cerf. Et tous sont épuisés. Et Chabot écrit à son épouse qu'il n'a qu'une envie, c'est de s'arrêter, mais que François Ier dit il n'est pas question qu'on s'arrête tant qu'on n'aura pas récupéré le cerf. Et effectivement, ils finissent au bout de 48 heures par retrouver le cerf, qui est donc sur une petite île au milieu de la Loire, qu'a traversé, et ils le retrouvent et ils le tuent. Et effectivement, donc, cette passion de cours du cerf est représentée, vous voyez, dans beaucoup de manuscrits qui sont commandés par François Ier. Notamment ici, vous voyez François Ier en train de servir le cerf, c'est-à-dire d'achever en fait un cerf qui a été poursuivi pendant des heures et des heures. Troisième caractéristique de François Ier, le faste. Alors le faste, il est évident notamment dans les résidences. Donc on peut penser à la résidence de Blois, qui est une résidence qui existe, qui remonte d'ailleurs au XIIIe siècle pour les parties les plus anciennes qui ont été conservées. Et donc François Ier en fait va plaquer une des façades Renaissance sur un bâtiment qui est très largement médiéval. Deuxième château, évidemment le château de Chambord, j'y reviens dans un instant. Et troisième château, qui est en fait le château auquel il est le plus attaché, c'est le château de Fontainebleau, où il consacre le plus d'énergie. Si je dis 2 mots sur Chambord, c'est un château qui est très intéressant. Si vous regardez le plan, c'est un plan de forteresse médiévale. C'est-à-dire que vous avez un donjon, et ce donjon est entouré par 4 murailles, et au coin de ces 4 murailles, vous avez 4 tours. C'est le plan du château de Vincennes. C'est clairement le plan du château de Vincennes, mais je dirais c'est château de Vincennes à ma façon de François Ier, revisité. Et il est revisité avec une vraie synthèse donc, de la tradition française par le plan, donc donjon 4 tours, de la tradition de ce qu'on appelle le gothique flamboyant avec les centaines de cheminées, de lucarnes, etc. que vous voyez sur les toits, et qui renvoie d'ailleurs un peu au merveilleux médiéval. Et c'est quelque chose qui est très fort, qui est encore valable aujourd'hui. Si vous avez été à Chambord, vous l'avez vu, si vous n'y avez pas été, allez-y et vous verrez. Lorsqu'on arrive en voiture, tout d'un coup émergent des frondaisons des arbres, précisément ces lucarnes, ces cheminées, etc., qui sont comme des châteaux merveilleux des contes du Moyen-Âge. Donc on a une partie française, le plan, le gothique dit international, le gothique flamboyant, et puis on a 2 éléments qui sont des éléments strictement italiens, qui sont la rationalité milanaise,
hein, avec un plan extrêmement symétrique. Donc une rationalité milanaise qui fait que certains prêtent à Léonard de Vinci, qui a travaillé pour les Sforza à Milan, l'origine en fait de ces plans. Et puis à côté de cette rationalité milanaise, une monumentalité romaine. À tel point que si vous voulez mettre en face de la basilique Saint-Pierre de Rome un monument qui puisse, je dirais, à cette époque-là, tenir en termes de monumentalité, il n'y en a qu'un en Europe, c'est le château de Chambord. Mais le château de Chambord, malgré tout son intérêt, encore une fois, de transition entre la culture architecturale française et l'innovation de la Renaissance italienne, c'est un château dans lequel François Ier a passé en tout et pour tout, au cours de son règne, 62 nuits. Donc c'est un château, c'est un caprice du prince, mais c'est un château qui est un peu trop loin de Paris, dans un contexte de centralisation, enfin d'accélération de la centralisation du pouvoir. C'est trop loin Chambord, et c'est pour ça qu'il va délaisser très rapidement Chambord pour le château de Fontainebleau. Donc le faste, je n'en dirai pas plus, si ce n'est pour remettre un coup ce portrait qui renvoie bien à la magnificence du prince. Mais ce faste ne doit pas nous faire oublier la simplicité de François Ier, qui est une simplicité très française. C'est-à-dire que le roi de France est en retard au XVe, au XVIe siècle par rapport à tout le décorum qui se met en place dans les cours européennes. Alors cette simplicité, je prendrai quelques exemples pour l'illustrer. Premier exemple, c'est une lettre de John Clarke, qui est évêque de Bath and Wells et qui est ambassadeur d'Henri VIII à la cour de François Ier, et qui raconte dans une lettre à Henri VIII qu'il est en fait scandalisé par le fait que, alors que François Ier est en train de manger, il y a deux courtisans qui sont vautrés en fait sur le dossier de son fauteuil. Quelque chose d'inimaginable à la cour d'Henri VIII. Deuxième élément, le vicomte Lisle, qui est également un ambassadeur d'Henri VIII à la cour de France, un an plus tard, qui lui est choqué par le fait que le chancelier Antoine Duprat, donc le chancelier de François Ier, fait un discours devant François Ier sans se découvrir. Là où il serait inenvisageable en Angleterre que le chancelier Thomas Wolsey fasse un discours devant Henri VIII sans se découvrir. Troisième élément, un édit royal. C'est un édit royal de 1530 qui prend des mesures qui se révéleront inefficaces pour lutter contre un phénomène qui est le phénomène du vol dans la chambre du roi. C'est-à-dire que cet édit nous apprend que n'importe qui peut entrer dans la chambre du roi sous ombre d'être bien vêtu, nous dit cet édit, et donc le roi se fait piquer ses vêtements, se fait piquer les ornements de la chapelle, et il y a également de la vaisselle précieuse qui est volée. Pourquoi ? Parce que, on verra dans un instant, la chambre du roi est extrêmement accessible, beaucoup plus que celle de son contemporain Henri VIII. John Wallop, toujours un ambassadeur d'Angleterre, en 1540, nous raconte que François Ier lui fait visiter à Fontainebleau la grande galerie de François Ier, enfin dite galerie de François Ier aujourd'hui, qui est décorée, vous savez, par des fresques du Rousseau avec des sculptures en stuc. Et donc, ce sont des fresques qui sont très compliquées. D'ailleurs, on a un peu perdu la clé de lecture de ces fresques, elles renvoient à la fois au règne de François Ier, à la mythologie, etc. Et donc le grand plaisir de François Ier, c'est de faire visiter sa galerie en expliquant ce qui est représenté sur les fresques. Et John Wallop raconte que il voit pas bien parce qu'il est assez petit et donc la fresque est un peu haute. Et donc qu'est-ce que fait François Ier ? Il lui met les mains sous les aisselles et il le montre comme ça. Il dit: est-ce que comme ça vous voyez mieux ? Là encore, on n'imagine pas Charles Quint ou Henri VIII faire ça à un ambassadeur de France. 1543, autre épisode, c'est Francisco de Noronha, qui est ambassadeur du roi du Portugal et qui est en France pour négocier le mariage entre le fils de François Ier et la fille du roi du Portugal. Et alors que le mariage est quasiment terminé d'être négocié, François Ier apprend que en fait, c'est un peu trop tard et que la fille du roi de Portugal vient d'être promise et va épouser le futur Philippe II. Donc François Ier est absolument furieux, il convoque Francisco de Noronha, et puis en gros Francisco de Noronha raconte à son roi que François Ier est furieux, voilà, qu'il l'insulte, et il dit: à un moment j'ai cru que j'allais m'en prendre une, tellement François Ier était hors de lui. Et puis Francisco de Noronha lui explique, et il est peut-être de bonne foi, qu'il n'était pas au courant que lui, il avait une mission et qu'il apprend, enfin que c'est François Ier qui lui apprend que sa mission n'est plus valable et que la fille du roi du Portugal va épouser le roi d'Espagne. Et il raconte qu'il réussit à convaincre François Ier qu'il est sincère. Et là, la colère de François Ier tombe tout d'un coup et il lui dit sans rancune, et pareil, il le prend sous les aisselles, il le jette en l'air et il lui dit: j'espère que vous ne m'en voulez pas.
dernier épisode, Cuthbert Tunstall, qui est un homme oublié aujourd'hui, mais c'est un humaniste assez important à l'époque. C'est un des patrons et des amis d'Erasme, qui est évêque de Rheims, dans le nord de l'Angleterre, et qui représente Henri VIII pour négocier la paix avec le Royaume de France en 1544. Là, on est toujours à Fontainebleau, et François Ier, qui est un grand collectionneur de manuscrits, est très heureux d'avoir à sa cour un homme qui n'est pas un homme habituel et qui est capable d'apprécier la qualité, la préciosité des manuscrits grecs et latins qu'il a dans sa collection. Et Tunstall raconte que donc François Ier lui fait l'article et qu'à un moment, Tunstall à l'époque a pas loin de 80 ans, Tunstall est fatigué et il dit que François Ier remarque que Tunstall est fatigué et va chercher une chaise pour que Tunstall puisse s'asseoir et que lui puisse continuer à parler de ses articles. Et je terminerai par un dernier rapport, qui est un rapport italien cette fois, qui date d'août 1547. Donc François Ier est mort, Henri II est roi de France depuis quelques mois, et cet ambassadeur vénitien revient à la cour de France, où il a séjourné pendant les 5 premières années de la décennie 1540, donc ça fait à peine 2 ans qu'il a quitté la cour, et l'ambassadeur raconte à la Sérénissime, dans sa lettre à la République de Venise, il est très surpris, c'est-à-dire qu'il arrive à Saint-Germain pour rencontrer le roi de France. Et il raconte que sous François Ier, on arrivait à la cour, on disait je veux voir le roi, je suis l'ambassadeur de Venise, et puis le roi arrivait assez rapidement. Et donc là, d'abord il a du mal à rentrer dans la première salle, il y a un garde qui lui dit qu'est-ce que vous voulez, il dit je suis l'ambassadeur de Venise, très bien, je vais chercher le chef des gardes, donc il va chercher le chef des gardes, il dit qu'est-ce que vous voulez, je suis ambassadeur de Venise, très bien, je vais aller chercher le secrétaire qui arrive, je vais chercher le principal ministre, qui est redevenu Montmorency à ce moment-là. Et donc Montmorency lui dit ok, qu'est-ce que vous voulez dire au roi, dites-le moi, j'en parlerai au roi et je vous ferai connaître sa réponse. Et donc l'ambassadeur de Venise dit, mais en quelques semaines, le protocole a complètement changé. Et alors que François Ier était un roi très accessible sur le modèle des rois de France, et je dirais ce modèle des rois de France, c'est quelque chose qui est valable même au-delà du règne de François Ier. Qu'est-ce que fait Louis XIV, si ce n'est se mettre de son plein gré prisonnier au milieu de sa noblesse à Versailles. C'est un avatar assez échangé, mais du même principe qui est le roi doit vivre au milieu des siens. Et donc ce que nous dit l'ambassadeur de Venise, c'est qu'en quelques semaines, il y a une remise aux normes internationales de la Cour de France par le jeune Henri II qui choisit d'étalonner la Cour de France, non pas sur ce qui se fait en France depuis des siècles, mais sur ce qui est la nouvelle mode de l'Europe, avec un protocole et une sacralisation de l'espace autour du prince qui ne rend plus le prince aussi accessible qu'il l'était auparavant. Donc cette simplicité, si vous voulez, qui caractérise le règne de François Ier, c'est un peu les derniers feux en fait de cette simplicité française et qui s'exprime très clairement dans la pierre. C'est ici le château de Saint-Germain que vous avez peut-être repéré. Et si vous regardez la distribution interne des logis royaux à Saint-Germain à la fin du règne de François Ier, vous avez la salle du roi, vous avez la chambre du roi, la garde-robe. La garde-robe, ce n'est pas un grand placard, c'est une pièce semi-privative. Et puis vous avez le cabinet qui est l'équivalent du studiolo des Italiens, c'est-à-dire d'un bureau en quelque sorte. C'est un bureau privé. Donc la salle du roi, c'est un espace public. N'importe qui peut y entrer sous ombre d'être bien vêtu, comme dit l'édit. La garde-robe et le cabinet, ce sont des espaces privés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y entrer si le roi ne vous y invite pas. Et la chambre, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, la chambre, c'est un espace semi-privé. D'accord ? Et donc, par cet escalier, encore une fois, n'importe qui peut arriver ici et vous voyez que la garde-robe ou même le cabinet, c'est quand même assez facile d'y accéder. Ça veut dire que lorsque le roi de France est ici, ça fait 14 mètres carrés, ça, c'est assez petit. Lorsque le roi de France est retiré dans son cabinet avec ses principaux conseillers, il y a une seule porte qui le sépare en fait, de la masse des courtisans. Alors on me dirait, c'est peut-être la norme à l'époque. Oui, c'est la norme en France, mais ce n'est pas la norme en Angleterre. Si je prends le palais de Hampton Court, au sud de Londres, le palais d'Henri VIII, les appartements royaux sont divisés en 3 espaces. Vous avez les logements extérieurs, vous avez un espace de transition, avec notamment une petite galerie ici, sur laquelle je reviendrai dans un instant, et puis vous avez les logements intérieurs, si vous voulez. Et en fait, vous avez, notamment à l'entrée de la galerie, vous avez des gardes ici qui empêchent de franchir cette petite galerie. Et vous avez en fait un règlement tacite qui autorise tel ou tel à progresser ou pas dans l'appartement.
Ça veut dire que lorsque le roi est retiré dans son studiolo ou dans son bureau, dans son cabinet, comme on dirait en France, il est séparé de la masse des courtisans par 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Là, vous avez vu tout à l'heure que François Ier est séparé par une porte. Et la galerie est importante ici, puisque je vous disais, il y a des gardes, et donc elle a une double fonction, cette petite galerie. C'est à la fois un filtre qui arrête toute une série de courtisans, et c'est également, dans l'autre sens, comme un sas de décompression. Lorsque le roi sort de ses appartements privés, il a un petit espace pour se préparer à affronter la masse de ses courtisans. Donc cette simplicité française, vous voyez, lorsqu'on reprend ce plan, montre vraiment une vraie différence, si vous voulez, dans le rapport du roi à ses sujets, et l'absence, au cours du règne de François Ier, d'un véritable protocole. Donc la mise aux normes internationales intervient dès Henri II, et elle va en fait se développer notamment sous Henri III, avec en fait un allongement de l'appartement royal et avec la multiplication des antichambres qu'on retrouvera ensuite à Versailles. Et ça, c'est très rapide, c'est dès la seconde moitié du XVIe siècle. Dernier élément, le pragmatisme. En tant que roi de France, ce qui caractérise François Ier, c'est que ça n'est pas du tout un idéologue, c'est un souverain qui traite les dossiers d'une manière pragmatique, au sens où il s'adapte. Par exemple, un élément que je n'évoque pas ici, mais qui est l'alliance avec Soliman le Magnifique. L'alliance avec Soliman le Magnifique, c'est un principe très simple. Vous prenez le royaume de France, vous avez au sud, au nord, à l'est, les possessions de Charles Quint, vous avez un peu au-delà l'Empire ottoman. Donc je vous renvoie à votre cours de mathématiques de 6e. Moins et moins, ça fait plus. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc François Ier, il est parfaitement logique en termes de bonne géopolitique qu'il s'associe à l'ennemi de Charles Quint, qui permet de prendre... François Ier est encerclé par Charles Quint, et il peut, en allant chercher de l'aide à l'extérieur, encercler à son tour, entre ses armées et celles de Soliman, les possessions de Charles Quint. Et dans la politique, je dirais, d'expansion, c'est exactement la même chose. On a tendance à dire deux choses contradictoires. Soit François Ier, c'est le roi qui a envoyé Jacques Cartier au Canada. Et donc, si Céline Dion existe et chante en français, c'est grâce à François Ier. Donc ça, c'est la version positive. Et la version négative, c'est de dire regardez, François Ier, il a envoyé Jacques Cartier, mais il n'a rien fait dans la foulée. Et heureusement qu'il y a eu Samuel de Champlain ensuite, au XVIIe siècle, parce qu'il n'a pas été capable de continuer ce dossier. Alors, en fait, les deux sont faux, en fait, d'une certaine manière. Qu'est-ce que fait François Ier ? François Ier, il envoie d'abord, avant Jacques Cartier, en 1535, donc avant cette première expédition de Jacques Cartier au milieu de la décennie 1530, il envoie une première expédition qui est confié à un Génois, Verrazzano, qui est le premier en fait à reconnaître la baie de New York. Et ça, on est au début de la décennie 1520. D'abord, il n'y a pas que Jacques Cartier, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est lorsque François Ier envoie l'expédition de Verrazzano au début de la décennie 1520, les Français n'ont encore jamais financé. Je parle uniquement du pouvoir royal, je ne parle pas des pêcheurs de morue ou des marchands de fourrure qui travaillent déjà sur les bancs de Terre-Neuve et même sur les côtes brésiliennes depuis le tout début du XVIe siècle. Je parle vraiment de la volonté politique du Royaume de France. Donc lorsque François Ier participe au financement de la première mission de Verrazzano au début de la décennie 1520, ça fait en fait un siècle que les Portugais ont ouvert la voie des grandes découvertes. En 1415, les Portugais franchissent le détroit de Gibraltar, s'emparent de la place forte de Ceuta au nord du Maroc et commencent la lente descente le long des côtes africaines jusqu'à la fin du XVe siècle, où le cap de Bonne-Espérance est franchi et où les Portugais remontent dans l'océan Indien, qui est bien connu par la cartographie des marins arabes. Donc là, on est fin du XVe siècle pour le Portugal. C'est le moment où les Espagnols entrent sur le marché des grandes découvertes. Ils ne vont pas aller plein sud, les Portugais sont dans la place, ils vont donc plein ouest, donc pour vous, plein ouest, c'est ça. Ils vont plein ouest, et c'est le voyage de Christophe Colomb qui est financé en partie par les rois catholiques. Donc lorsque François Ier devient roi de France en 1515, ça fait un siècle que les grandes découvertes, d'un point de vue hispano-portugais, ont commencé. Et la France n'y a pas participé. La France a opté pour des options, si vous voulez, résolument méditerranéennes. Donc, première chose, le règne de François Ier est une rupture
avec un siècle de non-intérêt pour les grandes découvertes. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, et c'est là qu'on parle de pragmatisme, c'est que François Ier va là où personne n'a été, le nord de l'Amérique du Nord, le sud, c'est les Portugais, l'ouest et le sud-ouest, c'est les Espagnols, et un peu les Portugais pour le Brésil. Et François Ier, malgré le traité de Tordesillas, qui est un traité qui a été signé en 1494 entre les Espagnols et les Portugais, donc ce traité qui disait qu'en gros, le monde appartenait aux Espagnols et aux Portugais, et qui interdisait à tout nouveau venu de faire des explorations. Il y a une phrase dont on ne sait pas si elle est apocryphe ou réelle, mais François Ier aurait répondu à ce traité de Tordesillas qu'il aimerait voir la clause du testament d'Adam qui lui interdisait la conquête du monde. Donc François Ier finance des expéditions là où personne n'a été, qui est le Canada, et il interrompt ce financement lorsque les analyses montrent que les diamants qui ont été rapportés par Jacques Cartier ne sont pas des diamants mais du quartz, que l'or qui a été rapporté par Jacques Cartier n'est pas de l'or mais de la pyrite de fer. Et en fait, lorsqu'il comprend que le Canada n'a pas un intérêt géostratégique important, si on est cynique, qu'est-ce qu'il n'y a pas au Canada? Il n'y a pas de mine d'or et il y a une densité de population extrêmement faible, donc il n'y a pas d'intérêt à réduire en esclavage. C'est ça que font les Espagnols au Mexique, en Bolivie, au Pérou, dans l'Empire aztèque dans un premier temps, puis dans l'Empire inca, c'est qu'il y a des richesses, à exploiter, et il y a une main-d'œuvre qui, réduite en esclavage, exploite ces richesses pour le compte du roi d'Espagne. Au Canada, il n'y a pas tout ça. Donc François Ier, en bonne logique, délaisse le Canada à la fin de son règne. Et si on regarde dans le détail, on n'a pas le temps de le faire là, mais dans le détail, les 3 expéditions de Jacques Cartier, François Ier priorise en fait sa politique. Quand il a, en gros, une énergie à consacrer à autre chose que la guerre à Charles Quint, il finance ses expéditions. Lorsque le danger est sur le territoire du Royaume de France, il abandonne les explorations canadiennes. Ça, c'est l'illustration 19e, si vous voulez, de ces expéditions qu'on peut voir à Versailles également. Alors, deuxième question, François Ier est-il le vainqueur de Marignan? Alors, qu'est-ce que c'est que Marignan? D'abord, dans notre esprit à tous, Marignan, c'est la charge victorieuse de François Ier. Dans les faits, si je prends cette illustration contemporaine de la bataille de Marignan, eh bien, on voit que Marignan, premier élément, Marignan, c'est une petite ville à une quinzaine de kilomètres au sud de Milan. Qu'est-ce que c'est que Marignan? Marignan, ce sont des lanciers suisses qui affrontent des mercenaires allemands, soutenus par l'artillerie française et la chevalerie française, qui est associée, enfin alliée à l'armée vénitienne, qui est composée de mercenaires albanais. Donc, je reprends. Marignan, c'est une bataille en Italie qui oppose des Suisses à des Allemands au service de Français, associés à des Italiens dont l'armée est composée d'Albanais. Donc déjà, premier élément, les warnings doivent s'allumer. Marignan, ça a l'air un peu plus compliqué que ce qu'on imagine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut évoquer, c'est que Marignan, la mémoire qui en est donnée par François Ier et son fils Henri II, qui commande le tombeau de François Ier à Saint-Denis, vous voyez, c'est une charge de cavalerie avec la charge de François Ier. Vous avez le F de François Ier, vous avez les fleurs de lys, etc. Et qui combat donc des lansquenets, des piquiers suisses, pardon. La bataille de Marignan, plus qu'une bataille de chevaliers, il y a eu la charge de chevalerie de François Ier, mais plus qu'une bataille de chevaliers, la bataille de Marignan, c'est une bataille de fantassins. C'est une bataille qui oppose des Suisses, des fantassiens suisses, à des fantassins allemands. Alors, qu'est-ce que font tous ces gens-là dans le nord de l'Italie? C'est très simple. La Confédération helvétique est en train de se constituer et essaye de se créer toute une série d'États satellites qui pourraient les protéger d'une éventuelle invasion de leurs grands voisins. Les grands voisins, c'est notamment la France, peut-être le duché de Milan à un moment, ou ça peut être certaines grandes principautés du Saint-Empire romain germanique. Et il se trouve qu'au début du XVe siècle, le duché de Milan est un peu l'homme malade du nord de l'Italie. Donc les Suisses sont dans le duché de Milan pour essayer d'en faire un État satellite. Mais il se trouve que François Ier, pour des raisons généalogiques, revendique le duché de Milan. Et donc c'est pour ça qu'il se rend en Italie et qu'il va affronter les Suisses.
Ce qui est intéressant, qui n'apparaît dans aucune des illustrations que je vous ai présentées jusqu'à présent, c'est que les piquiers suisses, ce sont des mercenaires qui se vendent au service du plus offrant, mais qui défendent également l'intérêt de la Confédération helvétique. Et en 1515, ça fait exactement 200 ans, depuis 1315, que les mercenaires suisses sont invaincus sur les champs de bataille européens. Personne n'a jamais battu les Suisses entre 1315 et 1515. Et donc François Ier se rend en Italie où il sait qu'il va affronter les Suisses. Alors vous dites, bah oui, c'est un roi chevalier, il se réjouit de la bataille. Pas du tout. François Ier est un chevalier, mais c'est un chevalier qui est roi et qui a une tête politique. Donc qu'est-ce que fait François Ier? Il fait tout pour éviter l'affrontement. Il sait qu'une bataille contre des gens qui sont invaincus depuis 200 ans, c'est assez risqué. Donc qu'est-ce qu'il propose aux Suisses? Il leur dit, je vous donne 1 million de livres tournois et vous rentrez chez vous sans combat. C'est pas très chevaleresque, mais c'est politique. 1 million de livres tournois, ça correspond en gros à 25% du budget annuel de la monarchie royale, de la monarchie française. Donc c'est vraiment une somme considérable. Et les Suisses acceptent. 1 million gagné comme ça, sans combat, c'est quand même pas mal. Le problème vient du fait que les Suisses, la Confédération helvétique, est déjà à cette époque divisée entre les Suisses francophones, en gros les cantons de l'Ouest si vous voulez, et les Suisses alémaniques. Et ils se détestent déjà, il y a 500 ans comme aujourd'hui. Et donc les francophones sont favorables à accepter l'argent et ils réussissent à obtenir que les Suisses l'acceptent, mais les alémaniques réussissent à remettre en cause cette décision. Et alors que François Ier est convaincu d'avoir remporté la victoire en payant sans combattre, eh bien, il voit arriver une armée de piquiers suisses, donc le 13 septembre 1515, qui descend de Milan. Et effectivement, c'est là qu'il est à la hauteur de la situation, puisqu'alors qu'il pense que la paix est gagnée, il fait face avec sa cavalerie lourde, avec la chevalerie française, et avec l'aide des lansquenets allemands, il parvient à ne pas céder en fait sous les assauts des Suisses. Donc la bataille de Marignan, c'est avant tout une bataille de fantassins, et c'est grâce aux lansquenets allemands que François Ier n'a pas perdu, et c'est grâce à son artillerie également, qui est sans doute la meilleure du monde à cette époque. C'est près de 60 canons qui sont à la bataille de Marignan, et qui sont pour la première fois dans l'histoire de l'artillerie déplacés au cours de la bataille. Et donc la bataille dure près de 24 heures, et au bout de 24 heures, est-ce que les Français gagnent? C'est pas ce que pensent les Suisses. Dans le roman national suisse, dans cette peinture de la fin du 19e siècle de Ferdinand Hodler, qui se voit au Musée national suisse à Zurich, ce qui est présenté, c'est la retraite des Suisses, mais qui est une retraite considérée comme une victoire. Donc, en gros, les Suisses nous disent Marignan, c'est une victoire suisse, et les Français nous disent Marignan, c'est une victoire française. Alors, où est la vérité? La vérité, si vous me permettez, elle peut se comprendre dans une métaphore sportive. Vous imaginez une finale de tournoi du Grand Chelem, au tennis, 6-3, 6-3 dans les deux premiers sets, 3-6, 3-6 dans le troisième et le quatrième set. On est à 18-17 dans le cinquième set, donc vous voyez, match très serré. Et puis celui qui a 17 abandonne. C'est ce que font les Suisses. Donc, objectivement, celui qui n'a pas abandonné est déclaré vainqueur, mais c'est en tout cas pas la victoire écrasante qu'on nous raconte dans l'histoire de France. C'est-à-dire que les Suisses, effectivement, après 24 heures de combat, lorsque l'armée de secours vénitienne arrive avec ses stradios albanais, les Suisses comprennent qu'ils ne pourront pas gagner la bataille. Et donc, ils se retirent. Mais ils se retirent en bon ordre. Ça n'a rien à voir avec la défaite de Pavie, qui est une défaite française 10 ans plus tard, où les Suisses, d'ailleurs, pour le coup, sont passés au service des Français 10 ans plus tard, et où les Suisses à Pavie refluent, c'est la panique, et sont d'ailleurs massacrés par l'armée de Charles Quint ou noyés dans la rivière près de Pavie. Là, en 1515, les Suisses décident de rompre le combat et se retirent en bon ordre. Mais l'histoire nous dit, en fait, non, c'est une victoire de François Ier, et on le voit bien dans ce tableau de 1836, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est que ce tableau insiste sur l'image d'un François Ier qui charge et qui a une charge victorieuse. Mais si vous regardez bien les détails du tableau, vous apercevez que ce tableau transforme un peu la réalité, mais nous transformons encore plus ce tableau, enfin nous faisons dire à ce tableau autre chose que ce qu'il dit. C'est-à-dire que si vous voyez bien le deuxième plan, vous voyez bien d'où ça vient en fait l'illustration. C'est-à-dire que dans son travail de peintre d'histoire, peintre qui peint cette bataille de Marignan, il s'inspire
de représentation d'époque qui insiste bien, en fait, sur la présence de ces piquets suisses et sur la présence, vous voyez, de lansquenets allemands en face des piquets suisses. Mais c'est vrai que la composition du tableau insiste non pas tellement sur ces fantassins du deuxième plan, mais sur la figure du prince, qui est la figure qui est mise en avant et dont on va retenir mathématiquement uniquement la dimension, si vous voulez, de charge de chevalerie. Ce tableau de Fragonard, qui est le fils du Fragonard du XVIIIe, ce tableau de Fragonard est commandé dans le cadre du programme décidé par Louis-Philippe d'une salle représentant les grandes victoires militaires de l'histoire de France qui doit être exposée au château de Versailles. Et si vous voulez, en fait, on comprend, si on compare ce tableau de Fragonard à un tableau qui est réalisé quelques années plus tard par Philippe Otto, on comprend quelle est l'image qui préside à cette mise en image de la campagne de Marignan. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel à avoir à l'esprit, c'est que on écrit toujours de quelque part, on peint toujours de quelque part. Et donc, la représentation de la bataille de Marignan dans la décennie 1830, ça ne peut pas être la même chose que la représentation de la bataille de Marignan, par exemple, 100 ans plus tôt, 200 ans plus tôt ou 100 ans plus tard. Lorsque vous peignez la bataille de Marignan en 1830, une victoire française dans le nord de l'Italie, quel est votre imaginaire de la bataille? Votre imaginaire de la bataille, c'est ce qu'on a appelé les secondes guerres d'Italie. C'est la campagne du jeune Bonaparte dans l'Italie du Nord, dans la seconde moitié de la décennie 1790. Et donc, le François Ier qui est représenté ici, vous le voyez bien dans la composition d'ailleurs de ces deux tableaux, c'est la version renaissante, si vous voulez, interprétée au XIXe siècle des campagnes de Bonaparte. François Ier, Bonaparte, vous avez ici un chevalier mourant, là vous avez un soldat blessé, vous avez ce hussard avec son épée, vous avez ici ce soldat avec son bras, vous avez le chevalier qui va vers François Ier, vous avez le hussard qui va vers Bonaparte. Et donc, l'écriture, si vous regardez ce que Michelet nous dit de Marignan, on a l'impression qu'il parle de la campagne d'Italie. Et pour paraphraser peut-être une des plus belles phrases évoquant les campagnes napoléoniennes de Bonaparte en Italie, qui est la première phrase de la Chartreuse de Parme, qui dit « Le 15 mai 1796, le jeune Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. » En fait, l'imaginaire du début du XIXe siècle du règne de François Ier, ça serait le 15 octobre 1515, le jeune François Ier fit son entrée dans Milan, à la tête de cette jeune armée qui venait de battre les Suisses à Marignan et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Donc lorsque l'histoire de François Ier est rédigée au XIXe siècle, il y a une confusion plus ou moins consciente entre la geste militaire de François Ier et la geste militaire de Bonaparte. Et cette confusion, elle est d'autant plus intéressante, si vous voulez, que François Ier lui-même, je citais Stendhal qui comparait Bonaparte à César et Alexandre, et bien François Ier lui-même, au lendemain de la bataille de Marignan, dans ses commentaires de la guerre gallique qu'il commande, qui sont la guerre gallique, la guerre des Gaules, si vous voulez, se représente. Vous voyez que c'est avant l'épisode de Romorantin, il ne s'est pas encore pris la bûche sur la tête, donc il n'a pas de barbe. Il se représente en train de rencontrer Jules César. Alors au soir de la bataille, François Ier aurait été adoubé par Bayard. En fait, c'est très peu vraisemblable. Pourquoi? Parce que, d'abord, personne n'en parle. Et François Ier a déjà été adoubé lorsqu'il a été sacré roi de France. Donc, vous allez me dire, pourquoi pas être adoubé une deuxième fois? Je peux vous répondre pourquoi pas. Mais enfin, si ça se produisait, on peut envisager que les très nombreux témoins qui ont décrit la bataille allaient parler de cet épisode-là. Personne n'en parle au moment de la bataille de Marignan. Donc cet épisode n'a sans doute jamais eu lieu. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que cet épisode, qui est donc très vraisemblablement faux, nous dit quelque chose de fondamentalement juste, à savoir que s'il y a bien un roi chevalier dans l'histoire de France, c'est bien François Ier. Et ça apparaît assez clairement si vous regardez cette armure de François Ier qui est conservée aux Invalides à Paris et qui nous montre d'ailleurs la stature exceptionnelle de François Ier qui tangentait les 2 mètres. Pour comprendre, si vous voulez, comparer avec une autre armure, qui est une armure l'armure de Anne de Montmorency, le fameux connétable dont on a déjà parlé, l'échelle est respectée, je les superpose,
vous voyez la stature en fait de François Ier. Il y a un petit côté Laurel et Hardy à la bataille de Marignan, si vous voulez, mais il y a vraiment une incarnation physique de ce qu'est un chevalier par François Ier. Donc l'adoubement n'a sans doute pas eu lieu, mais il nous dit quelque chose de vrai. Alors ma troisième partie sera beaucoup plus rapide. Elle voudrait insister sur une chose qui est le choix par François Ier, une fois pour toutes, de définir un portrait, donc qui est réalisé en 1527, mais qui part en fait d'une matrice, si vous voulez, qui date, elle, de 1526, et qui définit une fois pour toutes la manière dont François Ier sera représenté. Une toque sur la tête, les yeux en amande, le nez assez fort, et puis un léger sourire qui fait un peu penser à Léonard de Vinci. Donc ça, cette matrice, ce croquis est de Clouet, ce tableau est de Clouet, pardon. Vous avez des miniatures qui reprennent ça, y compris celle de Théodore de Sicile que j'évoquais tout à l'heure. Lorsque Jos van Cleve, qui est un peintre flamand, peint François Ier, il reprend également ces codes. Et lorsque le Titien fait ce portrait de profil de François Ier, il reprend également ces codes. Donc, par la suite, lorsque la Poste va prendre un portrait de François Ier, elle va reprendre le portrait de Clouet. Lorsque l'Histoire de France de Larousse des années 70, que j'évoquais tout à l'heure, choisit le volume sur François Ier, elle prend la même chose. L'Histoire de France pour les nuls, pareil. Et lorsque la mairie de Cognac veut faire un peu d'argent en vendant des t-shirts à la gare de Cognac, eh ben, elle met, vous voyez, avec des lunettes de soleil, un peu de transgression, le portrait de François Ier. Et ce portrait, vous voyez, je passe rapidement dessus, mais il a effectivement une qualité de fini technique tout à fait exceptionnelle. Ce portrait correspond pourtant à un portrait qui n'est pas sincère, en ce sens que si vous estimez le coût d'habits tels que ceux-là, avec les tissus, l'ornement, l'or, etc., les bijoux, je vais faire quelque chose, bon, les historiens de la salle vont dire qu'il ne faut pas le faire, mais je le fais quand même, ce serait l'estimation de ce que coûterait un vêtement comme ça aujourd'hui, c'est un vêtement à 10 ou 15 millions d'euros, si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Donc François Ier n'a sans doute jamais été vêtu comme ça, et on sait en fait que François Ier, beaucoup plus que des vêtements luxueux, à part pour les fêtes, portait la robe longue. La robe longue, vous voyez, vous avez ici un portrait par Holbein de Thomas Cromwell, le ministre d'Henri VIII, portrait que vous pouvez voir à la Frick Collection de New York. Le grand avantage de la robe longue, qui va d'ici jusqu'aux pieds, c'est que dans des châteaux mal chauffés, vous n'avez pas les vents coulis qui vous rentrent à travers les vêtements. Donc la robe longue, telle que ici, telle que représentée sur ce portrait de Cromwell, la robe longue, c'est vraiment la robe qui est portée par l'aristocratie et par les princes dans les châteaux de la Renaissance. Si vous étiez projeté à Fontainebleau en 1544, c'est plus en robe longue que vous verriez François Ier que comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais la robe longue, c'est l'habit qui est choisi par la bureaucratie de l'époque lorsqu'elle se fait représenter. On ne peut pas être un homme d'État et accepter de se faire représenter en robe de chambre. Alors je vous dirais, si vous vous appelez Churchill. Churchill, à Casablanca, en décembre 1943, vous voyez, en rencontre avec Eisenhower, il n'est pas très bien, donc il garde sa robe de chambre pour être à l'aise. Mais François Ier n'est pas Churchill, donc on est obligé, si on veut s'imaginer à quoi ressemblait François Ier, de faire un montage qui donnerait à peu près ça. C'est-à-dire que le vrai François Ier, c'est plutôt ça. Mais dans ces cas-là, il faut reprendre toute l'opération de communication, et ça veut dire que ça donne ça, si vous voulez, l'histoire de France en bande dessinée, la Poste française, etc. Et donc là, on bascule dans un règne un peu Louis-Philippard, c'est un roi bourgeois qui n'est pas François Ier. Donc là encore, un portrait qui ne correspond pas à la réalité, mais qui correspond pas à la réalité factuelle, mais qui correspond à l'esprit en fait du règne de François Ier. Donc en conclusion, je voudrais un peu expliciter cette notion de François Ier qui est un roi entre deux mondes. D'abord, entre deux mondes, en ce sens que c'est vraiment un roi qui est entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. C'est un chevalier, on le voit, qui charge à la tête de la chevalerie française à Marignan, mais avant de charger à la tête de sa chevalerie, il a lâché 1 million de livres tournois pour éviter la bagarre. Et puis, il a également préparé la bagarre, pas simplement avec ses chevaliers, mais en payant à prix d'or des mercenaires allemands qui sont des fantassins, et en réunissant la plus formidable artillerie que l'Occident n'ait jamais réunie avant lui. Deuxièmement, on a vu tout à l'heure sur Chambord, au tout début de cette conférence, que François Ier, c'était clairement un roi qui construisait des palais qui étaient des palais français, avec des plans français,
avec la tradition du gothique flamboyant, mais qui introduit dans ses plans français des nouveautés italiennes et qui font qu'on ne peut pas du tout dire que c'est un roi strictement médiéval. Mais de même qu'on ne peut pas du tout dire que c'est un roi strictement renaissant. Il est les deux. Il est fidèle à l'héritage français et il est capable en même temps d'inventer le monde à venir. Deuxièmement, c'est un roi accessible, je l'évoquais tout à l'heure, mais la splendeur de sa cour, la splendeur des palais qui abritent sa cour, sont annonciateurs en fait de Versailles 150 ans plus tard. Et donc on peut considérer que si la cour de France s'impose comme le modèle européen au milieu, pour la seconde moitié du XVIIe siècle, c'est indirectement à François Ier qu'elle le doit. François Ier est très clairement le grand-père de Versailles. Donc il est deux choses à la fois. Il est fidèle à la tradition, il ne renie pas la tradition, mais il est celui qui construit la modernité à venir. Alors, ça, c'est les deux mondes, je dirais, les plus évidents, le Moyen-Âge et l'époque moderne. Mais c'est également un roi, on l'a évoqué tout au long de cette conférence, qui est à la fois un roi qui a existé, avec des faits qu'on peut établir, et c'est également un roi de légende, des légendes qu'il a parfois lui-même concouru à établir, mais qui, pour beaucoup d'entre elles, ont été établies par la suite, en fait, et notamment au XIXe siècle. Donc, les deux mondes, c'est le monde réel et le monde de la légende. Et le dernier chapitre de mon livre, je le reprends ici, s'intitule « François Ier a-t-il tué Liberty Valence ?» Donc, la question que je veux poser par cette question, c'est la question de la vérité des légendes, que j'ai déjà un peu évoquée tout à l'heure. Alors, je vais expliquer dans quelques instants pourquoi j'utilise ce film de John Ford. Deux mots qui, je pense, feront sens pour comprendre le parallèle avec l'histoire américaine. L'histoire américaine, s'il y a bien une histoire qui est une histoire de mythe, c'est l'histoire américaine qui est une histoire récente, donc avec en plus une épaisseur pas très importante. Et donc tout le mythe de l'Ouest, en fait, il vient de quelques années, à la fin du XIXe siècle, avec quelques peintres, dont peut-être le plus connu est Frederick Remington, qui peint en fait le mythe de la conquête de l'Ouest. Et John Ford, en fait, passe son temps à mettre en images qui bougent, donc en film, des images fixes qui ont été définies par Remington. Vous voyez très clairement ce passage de la charge héroïque. Autre exemple, ce cavalier en alerte. Deuxième exemple, avec donc Henry Fonda sur son cheval, avec petite touche de John Ford, c'est Monument Valley. Donc, l'histoire américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une histoire américaine très largement mythifiée, mise en image par des peintres dans les 2-3 dernières décennies du XIXe siècle, réinterprétée par le cinéma et sans cesse réinterprétée. John Ford n'est pas Sergio Leone, qui n'est pas Kevin Costner, etc., etc. Alors, j'en reviens à François Ier. François Ier, c'est la même chose. C'est-à-dire que la bataille de Marignan, elle est déclinée dans les manuels scolaires, elle est reprise dans le salon de philatélie, et ça vient aussi bien de la peinture du XIXe que d'origine du XVIe siècle. Alors pourquoi est-ce que dans tout ça, je parlais de Liberty Valence ? Pourquoi ? Parce qu'il y a dans ce film, L'homme qui tua Liberty Valence, une phrase qui s'applique à ce film évidemment, mais qui au-delà de ça s'applique beaucoup plus généralement à notre rapport à l'histoire, et je dirais à notre rapport à notre histoire. Alors deux mots sur ce que raconte le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui l'auraient vu il y a longtemps. Le film, c'est l'histoire d'un jeune avocat qui est joué par James Stewart, qui vient de l'Est des États-Unis, et qui se fixe pour objectif de faire triompher le règne de la loi, le règne du droit, dans une ville de la frontière au sens américain du terme, la ligne de partage entre la civilisation et le monde sauvage, et donc dans une petite ville du centre des États-Unis, qui est la proie en fait d'un pilleur de diligence qui s'appelle Liberty Valence et qui est joué par Lee Marvin. Donc vous imaginez bien que le pilleur de diligence ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée d'un avocat qui veut faire triompher la loi. L'avocat mourrait assez vite s'il n'était pas protégé par un personnage que vous aurez reconnu qui est John Wayne. Mais un jour, John Wayne n'est pas là. Donc Lee Marvin se dit, j'ai une carte à jouer. Il provoque James Stewart, le jeune avocat. Il le provoque en duel. L'avocat n'a pas les moyens d'éviter le combat. Donc vous voyez bien que dans quelques instants, l'avocat va mourir. Et bien en fait, non. Quelques instants après, l'avocat, qui ne s'est pas tiré avec un pistolet, vient de tuer Liberty Valence.
Et donc sa carrière est lancée. Bon, lui, il est lui-même très surpris de ce qui vient de se passer, hein, mais sa carrière politique est lancée. Il va être élu à la Chambre des représentants, 2 mandats, 2 fois sénateur, ambassadeur à la Cour de Londres. Et lorsque le film commence, il est candidat à la vice-présidence des États-Unis. Donc il a fait une carrière sur un acte de bravoure. Il est l'homme qui tua Liberty Valance, qui a libéré une petite ville du règne de la loi du plus fort. Et en fait, le film est un flashback au cours duquel cet avocat devenu homme politique raconte son histoire. Et il raconte donc à un journaliste, il dit c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, j'étais là, j'allais tirer, et John Wayne est revenu juste à temps, et avec sa Winchester, c'est lui qui a tué Liberty Valance. Donc, ce que nous dit cet homme, au terme du flashback de 2 heures du film, c'est « J'ai construit ma carrière sur un mensonge. Tout le monde me dit « Tu es l'homme qui tue Liberty Valance. Je ne suis pas l'homme qui tue Liberty Valance. » Et donc, il interroge le journaliste, le rédacteur en chef qui vient de la revue du Journal du Coin, qui vient d'écouter toute l'histoire, en disant « Qu'est-ce que vous allez faire de ce scoop du siècle ? Je suis candidat à la vice-présidence des États-Unis, on est vers 1910, et je dis, voilà, je ne suis pas l'homme qui tue Liberty Valance. » Et donc, vous voyez que le rédacteur en chef du journal se lève, déchire toutes les notes qu'il a prises pendant les 2 heures du film, et tient ce propos et lui dit « C'est l'Ouest ici, monsieur, et dans l'Ouest, lorsque la légende devient réalité, on imprime la légende. » Et cette phrase est généralement utilisée de manière un peu idiote en disant « Voilà, John Ford, c'est la légende plutôt que les faits. » Alors ça pose un problème, cette interprétation de la phrase, puisque d'abord, le film fait exactement le contraire. Le film, c'est un film qui raconte qu'une légende est fausse. Voilà. Et deuxièmement, retournons à la phrase. On laisse de côté l'Ouest, parce que évidemment, c'est je dirais, l'intérêt universel de cette phrase qui m'intéresse. Sinon, j'aurais pas fait 5 minutes sur le western. Il dit « Quand la légende devient réalité, on imprime la légende. » Il dit pas la vérité, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéressait, la légende. Donc, peu importe que la légende ne soit pas vraie, moi, c'est la légende que je vais raconter. Je redis la phrase. Quand la légende devient réalité, on imprime la légende. Donc, en quoi, dans ce film, et on rebasculera sur François Ier après, en quoi, dans ce film, la légende est vraie ? D'une manière très simple. Quel objectif s'était fixé le jeune avocat James Stewart ? Venir faire triompher le règne du droit dans une ville où c'était la loi du plus fort. Qu'est-ce qui s'est terminé ? Comment l'histoire se termine ? L'histoire se termine, Liberty Valance est mort, l'avocat a gagné, c'est le règne du droit qui triomphe. Alors certes, il y a eu un Deus ex machina, et John Wayne n'aurait pas été là, ça ne serait pas passé comme ça. Mais ça, c'est des détails. Ce qui s'est passé, c'est l'avocat vient pour faire triompher le droit triomphe, et la loi du plus fort est terminée. Donc, la légende est devenue réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, le droit a triomphé. Et donc la question ici qui est posée, c'est la question du mythe. Et c'est là qu'on atteint l'universel. C'est-à-dire qu'en histoire, il y a 2 choses qui sont souvent assez faciles à définir. Ce qui est vrai et ce qui est faux. Si je vous dis François Ier est né en 1494, il est mort en 1547, c'est vrai. Il n'y a pas de discussion possible. Si je vous dis François Ier était roi d'Angleterre, c'est faux. Donc l'historien doit établir des faits, d'une part, et d'autre part, doit démonter ce qui n'est pas vrai. Mais en histoire, et dans le discours sur l'histoire, et dans la manière dont nous vivons l'histoire, il y a des choses qui ne relèvent ni vraiment de la vérité, ni vraiment de ce qui est faux. Et ces choses, c'est ce qui relève de la fiction, du fictif, c'est ce qui relève du mythe. Et qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? Si vous regardez ce que disent les grands analystes des mythes des sociétés humaines ou les mythes de l'Antiquité grecque, par exemple, c'est que le mythe, c'est un récit imaginaire, donc un récit qui raconte une histoire qui ne s'est pas passée, et un récit imaginaire qui nous dit quelque chose de vrai. Je prends un exemple, le mythe d'Œdipe. Voilà, Œdipe a sans doute jamais existé, mais le mythe d'Œdipe nous dit quelque chose de vrai sur la nature humaine, ou au moins quelque chose dont on peut parler. Donc le mythe, c'est un récit imaginaire qui nous dit, qui raconte quelque chose qui ne s'est pas passé, mais qui nous dit quelque chose de vrai. Dans le cas de Liberty Valance, ce n'est pas l'avocat qui a appuyé sur la gâchette, mais ça a beau ne pas s'être passé comme ça, ce mythe de l'homme qui tue Liberty Valance nous dit quelque chose de vrai. Et donc dans notre rapport à l'histoire, et c'est en ce sens-là que non seulement ça dépasse le western, mais ça dépasse même François Ier, et ça traite de notre question, de notre rapport à notre histoire, et d'une question très importante dont on débat beaucoup aujourd'hui, qui est la question du rapport à notre roman national.
À mon avis, il y a deux choses qui ne sont pas très intéressantes à faire, que l'on peut condamner. La première, c'est, sur les regroupes par rapport au roman national, il y a deux positions. Pour moi, les deux positions sont mauvaises. Première position, le roman national, il ne faut pas y toucher. C'est pas bien. Il faut croire au roman national. On ne parle pas de ça. Ça ne s'est pas passé, mais il faut quand même y croire. Ça, c'est stupide. Ça veut dire qu'on choisit de construire une société sur un mensonge. Je pense que c'est difficilement défendable. Mais la deuxième option qui paraît plus défendable, qui consiste à dire, bon, bah, le roman national, vous expliquez, ça ne s'est pas passé comme ça. François Ier, il n'a pas été adoubé. François Ier, Léonard de Vinci n'est pas mort dans ses bras, etc., etc. Sans rien proposer en face, c'est la solution de facilité, si vous voulez, du positiviste, qui se borne à dire bah, ça c'est blanc, ça c'est noir, alors que l'être humain est un peu plus compliqué que le blanc et le noir. La bonne attitude, à mon avis, c'est d'avoir un regard critique sur le roman national, en cherchant à établir des faits. Ça, évidemment, il ne faut pas le contester, de dire ça ne s'est pas passé comme ça, mais ce discours qui tient depuis parfois 2 siècles, 3 siècles, parfois plus, ce discours qui nous raconte quelque chose qui ne s'est pas produit, nous dit pour autant quelque chose de vrai sur ce qui s'est passé. Donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec les fake news, etc. Ce n'est pas du tout validé comme faux ou validé comme vrai, quelque chose qui ne l'est pas. C'est avoir une relation distanciée au mythe, qui est donc un discours imaginaire sur quelque chose qui s'est réellement passé. Donc je reprends quelques exemples. Marignan, bah, oui, ce n'est pas cette charge victorieuse, tranquille d'un jeune roi qui écrase les Suisses. Marignan, ce n'est pas non plus une grande victoire suisse, contrairement à ce que nous disent les Suisses. Marignan, c'est effectivement une charge de cavalerie, c'est effectivement une bataille de fantassins. C'est tout ça à la fois, et c'est très clairement je dirais un coup de semonce dans le ciel européen avec un jeune roi qui met un terme à 200 ans d'invincibilité des Suisses. Donc ça, c'est vrai. Et donc, si vous voulez, l'image qui en ressort de François Ier, elle est légitime de ce point de vue-là. Si je fais une comparaison contemporaine, ça serait un peu la même chose que quand on compare Kennedy et Johnson. Je veux dire, Kennedy n'a pas eu le temps de faire grand-chose. En 3 ans, il n'a pas fait grand-chose. Celui qui a mis en place la politique de Kennedy, c'est son successeur, c'est Johnson. Mais si vous enlevez Kennedy, il n'y a pas de Johnson. Donc le mythe Kennedy, qui est un mythe très largement faux, c'est également quelque chose qui nous dit quelque chose de vrai sur l'histoire de l'Amérique. L'adoubement de François Ier par Bayard, c'est la même chose. Il n'a pas été adoubé par Bayard. On ne peut pas le prouver à 100%, mais c'est quasiment certain qu'il n'a pas été adoubé par Bayard. Mais cet épisode, ce mythe qui est faux, nous dit quelque chose de vrai, encore une fois, sur le personnage de François Ier. Léonard de Vinci n'est pas mort dans les bras de François Ier, ça on le sait, parce que François Ier était à 300 km d'Amboise lorsque Léonard de Vinci est mort. Mais si la Joconde est aujourd'hui au Louvre, c'est grâce à François Ier. Si l'une des plus belles collections de peintures de la Renaissance italienne en dehors de l'Italie se situe à Paris, c'est grâce à François Ier. Et au-delà de ça, si au terme de quelques décennies, l'art classique, les Poussins et compagnie du XVIIe siècle s'affirme dans l'ensemble de l'Europe, c'est parce que François Ier, effectivement, a développé un amour pour la peinture venu de l'Italie et venu également des Flandres, d'ailleurs, on en parle moins souvent. Donc cet épisode qui n'a pas eu lieu nous permet de retenir, d'une certaine manière, c'est presque un moyen mnémotechnique, de retenir un élément très important du règne de François Ier, qui est la sortie de la France des marges de l'histoire de l'art européenne. Chambord, pareil, 62 nuits, d'accord, mais Versailles, là encore, c'est quelque chose qui vient de Chambord. Et pour terminer, le Canada, de la même manière, oui, lorsque François Ier meurt en 1547, il ne reste pas grand-chose de la présence foncière au Canada, mais François Ier a pris date. Les Français ne s'étaient jamais investis sur les grandes découvertes. Donc la France a fait accepter l'idée, même si elle est contestée, mais l'idée, on en parle, que la France a une présence en Amérique du Nord et notamment au Canada. Et si Samuel de Champlain peut, 50 ans plus tard, relancer les presque 4 siècles maintenant de présence française, au moins de présence de la langue française en Amérique du Nord, c'est grâce à François Ier qu'on le doit. Donc encore une fois, je crois que ce qui est intéressant, comme souvent dans le travail en histoire, c'est
pas seulement l'objet qu'on étudie en tant qu'objet, mais c'est les leçons universelles qu'on peut tirer de cet objet. Et donc le règne de François Ier, qui est un règne qui est particulièrement intéressant en termes de discours et en termes de légende, est une sorte d'exemple très intéressant qui nous permet de réfléchir à l'usage que nous devons faire de la légende en histoire, des mythes en histoire, et de manière plus générale, au rapport que nous devons avoir avec notre roman national. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au-delà de ce que vous venez de nous dire, je pense que ce n'est pas à nos gamins à débrouiller dans les manuels d'histoire. Et les manuels d'histoire ne sont encore pas suffisamment clairs pour les faire réfléchir sur ce genre de choses. Et en même temps, les enseignants ont appris, eux aussi, sans pouvoir pouvoir prendre un peu ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai et pouvoir le présenter aux enfants. Je parle aux petits déjà dès l'enseignement primaire. Oui, vous avez parfaitement raison, mais de toute manière, et là on peut rebasculer sur la question de la vérité ou de... alors le mensonge c'est autre chose, que le mensonge c'est savoir dire quelque chose dont on sait qu'il est faux, mais la vérité ou l'erreur si vous voulez. Je dirais que moi ce qui me semble intéressant, si un de mes collègues faisait une conférence sur François Ier, on pourrait parfaitement imaginer qu'il soit en désaccord avec moi sur toute une série de choses. Moi, je crois que ce qui est intéressant, et donc effectivement, il peut y avoir un débat là-dessus, c'est que la vérité en histoire n'est pas définie une fois pour toutes. Donc, il faut accepter l'idée que l'on discute. Et donc, je crois que peut-être, d'une certaine manière, une des choses qui pourrait sortir de ma conférence, c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, l'histoire n'est pas faite une fois pour toutes. C'est-à-dire que vous imaginez bien que, je ne sais pas combien d'historiens il y a dans la salle, mais quand vous bossez sur François Ier, qui est mort en 1547, voyez, il y a 470 ans, on vous dit, mais il y a encore des trucs à trouver. Ben, bien sûr qu'il y a encore des trucs à trouver. Il y a d'abord encore des faits à établir, des faits à corriger, et il y a dans notre rapport à notre histoire encore des choses à dire et une réflexion à avoir. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à être relativement indulgent avec les erreurs de bonne foi. Les erreurs de bonne foi qui peuvent être faites dans l'enseignement de l'histoire. Pour moi, l'ennemi, c'est la mauvaise foi, c'est l'idéologie. Donc, répéter quelque chose que l'on croit vrai, même si c'est un peu simplificateur, c'est pas ça qui me choque. Je crois qu'effectivement, la démarche du chercheur en histoire, ça doit être vraiment de s'affirmer comme libre, en fait, dans sa réflexion et de ne pas passer au service d'une cause qui est contraire, en fait, à la démarche. Et c'est pour ça que, encore une fois, sur cette question de la légende, je trouve que c'est une question qui est souvent, la question du roman national, pour employer le terme qui fait polémique, je trouve que c'est très souvent une question qui est mal posée. Qui est mal posée et qui est mal posée, je pense, de manière assez assumée. C'est-à-dire qu'il y a des positions idéologiques. Et ce qui est essentiel, c'est de ne pas mentir et de faire confiance à l'intelligence des gens. Et les gens sont capables de comprendre la complexité des choses. Et je pense même que dans les grands plaisirs de la vie, il y a la compréhension, de comprendre qu'une chose est plus complexe que ce qu'on croyait. C'est quelque chose d'important. Mais donc, encore une fois, sur cette question-là, voilà, il faut tomber dans aucun des deux travers qui sont la validation de quelque chose que l'on sait être faux, mais que l'on valide par confort intellectuel, et à l'opposé, la destruction de choses dont on nous dit qu'elles sont vraies depuis des décennies, voire encore une fois à peu près 2 siècles pour notre roman national, et sans se préoccuper des conséquences de la destruction d'un discours commun, et en s'arrêtant en fait à ce qui doit être notre point de départ en tant qu'historien. C'est-à-dire de dire j'ai établi des faits, j'ai terminé mon boulot. Non, on établit des faits, c'est la première étape, mais ce n'est pas un point d'arrivée.
et c'est à partir de ce point de départ, qui est l'établissement des faits, qui peut prendre beaucoup de temps, hein, qu'on va réfléchir au discours à tenir sur ces faits et à l'interprétation que l'on peut donner de ces faits. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oh, ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, c'est assez bien balancé. C'est-à-dire qu'il y a l'éloge, où il y a sur François Ier, bon là j'avais 1 heure, mais sur François Ier, vous avez 2 légendes. Là, je vous ai parlé effectivement de la légende dorée. J'aurais pu vous parler de la légende noire. En gros, en 2015, pour le 5e centenaire de la naissance, pas de la naissance, pardon, de l'accession au trône de François Ier et donc de Marignan, vous avez 2 livres qui sont sortis. Vous en avez plus, hein. Mais on a 2, les 2 plus grosses ventes, c'était Max Gallo, François Ier, le plus grand roi que la France ait jamais connu, et Franck Ferrand, qui disait que François Ier était un mauvais fils, un mauvais mari, un mauvais frère, un mauvais père, un mauvais roi, un mauvais tout. Et c'était vraiment très intéressant parce que je ne sais pas dans quelle mesure il y avait un choix marketing. Quelque part, c'est presque ce que j'espère, parce que c'est au moins un signe d'une forme de cynisme, mais d'une forme d'intelligence, si on veut. Mais il y en avait un qui avait choisi le créneau, c'est le plus grand roi que la France ait jamais connu, et un autre qui avait choisi le créneau, c'est le pire qu'on ait jamais connu. Ben non, ça, c'est rarement intéressant de faire ça. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous sur, on ne nous dit pas le versant noir. Si, le versant noir, ça, on a tartiné dessus depuis au moins 2 siècles. Moi, c'est court. Bah, déjà, merci pour votre intervention. Moi, c'était plus au sujet de la réception à l'étranger. Est-ce que ça ne peut pas nous apprendre finalement, avec un regard un peu moins, on va dire, idéalisé et romancé, vu qu'on a un attachement par rapport à l'histoire, vu que c'est l'histoire de France, n'est-il pas on va dire des enseignements tirés en fait de tout ça, du rapport qu'ils ont et par cette perception différente, je pense. La perception de François Ier à l'étranger, ou de l'histoire de France en général à l'étranger? De François Ier plutôt particulièrement, vu que, comme on a vu par exemple, c'était intéressant avec les Suisses, ont une vision complètement différente de la bataille de Marignan. Donc est-ce que plus globalement, on ne peut pas trouver des clés plus loin avec des historiens qui sont un peu moins, on va dire, en prise avec notre histoire telle qu'on nous l'a enseignée, telle qu'on l'a encore imaginée? Mais bien sûr que si, votre question est très juste, et je veux dire, c'est extrêmement précieux. Et soyons très clairs, il ne s'agit pas de délégitimer l'approche française, il s'agit de l'enrichir d'autres approches. Et très clairement, je redirais ce que j'ai dit tout à l'heure, on parle toujours de quelque part. Et moi, si vous voulez, je suis une caricature d'historien français, par certains aspects, en ce sens que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de l'État. C'est l'histoire de l'État, c'est un truc qui m'intéresse. Et en quoi est-ce être une caricature d'historien français que ça? Que l'histoire de France, c'est en grande partie l'histoire de la centralisation d'un État depuis au moins les premiers Capétiens jusqu'à aujourd'hui. Et pour illustrer ce qui me paraît très juste dans votre remarque, c'est que je suis historien en gros de la Renaissance en général, mais ma vraie spécialité, c'est la France et l'Angleterre du XVIe siècle. Et j'ai également travaillé sur l'histoire des conseils des princes en Europe en général. Et j'avais confié donc j'avais dirigé notamment un volume là-dessus, et j'avais confié la rédaction à un Espagnol du Conseil de Charles Quint en Espagne, à un Anglais du Conseil d'Henri VIII en Angleterre, à un Napolitain du Conseil du roi de Naples, etc. Et dans les discussions qu'on avait eues avec ces différents collègues, je me rappelle de ce qu'avait dit le collègue espagnol, qui avait dit l'État, ça n'existe pas. Alors, j'ai trouvé ça marrant, un peu provoquant, mais je trouvais ça pas mal. Et en fait, j'ai assez vite compris que ce n'était pas une boutade. Pour lui, l'État n'existe pas. C'est-à-dire que pour lui, ce qui existe, ce sont des relations interpersonnelles. Mais l'État comme réalité abstraite, qui pour un Français, on pourrait passer des heures à définir ce que c'est que l'État, mais sur le fond, voilà, c'est que l'État, c'est quand même quelque chose d'important dans notre imaginaire, on va dire, politico-culturel. Pour un Espagnol, un historien espagnol, en gros de ma génération, enfin il a 10 ans de plus que moi, pour lui, l'État, c'est une notion qu'on peut utiliser par commodité, mais qui n'existe pas dans l'absolu, mais en tout cas certainement pas au XVIe siècle. Et donc, effectivement, la tradition historiographique de tel ou tel pays est quelque chose d'extrêmement important et extrêmement enrichissant. Et je ferai d'ailleurs un parallèle pour élargir au-delà de ça. C'est en ce sens-là qu'il est absolument essentiel de s'exprimer dans sa langue maternelle. Et qu'un des désastres auxquels court l'humanité,
c'est l'appauvrissement de la réflexion par l'homogénéisation de la pensée par l'anglais. Non pas que l'anglais soit moins riche que le français, mais l'anglais, c'est l'anglais. Donc si tout le monde s'exprime en anglais, on réfléchit avec des concepts anglais, avec des concepts, encore plus aujourd'hui avec la domination des États-Unis, des concepts de la pensée américaine. Donc soyons très clairs, il s'agit de parler anglais, parce que sinon vous êtes mort. Ça, je ne suis pas en train de dire non, mais je n'apprends pas l'anglais pour garder ma singularité. Non, il faut parler anglais, il faut être capable de s'exprimer en anglais et de lire l'anglais. Ça, c'est clair. Mais s'exprimer uniquement en anglais, c'est un appauvrissement considérable de la pensée. Et si vous regardez l'historiographie européenne, les pays les plus dynamiques sont ceux qui ont continué à écrire dans leur langue. L'anglais, par définition, mais la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne ont des historiographies très dynamiques. Alors que moi, il me semble, alors je ne sais pas si Hugues serait d'accord, mais il me semble que en Hollande, dans les Pays-Bas et en Belgique, ça s'est considérablement appauvri ces dernières années parce qu'il y a une espèce de généralisation de l'expression en anglais. Donc, c'est vraiment c'est la richesse de l'humanité. C'est, oui, s'ouvrir aux autres, rester soi-même, être capable de se mettre à la place de l'autre, mais surtout pas devenir l'autre. Sinon, on s'appauvrit. Mais votre remarque est, à mon sens, effectivement très, très juste et très importante. Oui, vous nous avez démontré brillamment le mythe de François Ier. Mais est-ce que ce n'est pas congénital à tous les responsables, qu'ils soient monarques, présidents ou autres, en France, de justement chercher à se magnifier? Le roman national dont vous parlez, on a tous appris, je veux dire, on a tous en tête Clovis, le vase de Soissons, Bonaparte au pont d'Arcole, la création, du moins la mise en avant de Vercingétorix par Napoléon III avec les fouilles d'Alésia, alors que jusqu'au milieu du 19e, les rois recherchaient des origines dans le mythe de Rome et d'Énée. Est-ce qu'on n'a pas quand même, dans ce mythe national, on gomme un peu tous les aspects de la réalité pour louer la notion de chef, de monarque, de président? Alors, il y a plusieurs réponses qui peuvent être données à votre question, enfin, qui est une question importante. Je dirais que se magnifier, je dirais que chacun d'entre nous a tendance à faire ça. Si je raconte une histoire, je vais peut-être de temps en temps faire d'autodérision, comme ça je conserve l'autodérision pour moi et ça évitera aux autres de le faire. Mais je veux dire, se magnifier, c'est je dirais un biais assez classique. Moi, il me semble que donc c'est pas une spécificité des princes et c'est certainement pas une spécificité française. C'est dans le discours de tout un chacun sur lui-même, c'est quelque chose d'important, d'assez général. Ce qui me semble, c'est que dès lors que ça marche, il faut s'interroger sur pourquoi ça a marché. Et éventuellement arriver à une conclusion qui est totalement différente du discours. Je vais prendre l'exemple de Vercingétorix, pour être très, très clair. Vercingétorix, je vous conseille de lire un bouquin qui est sorti il y a 2 ans chez Gallimard, la collection biographie NRF. Il y a une biographie qui est sortie sur Vercingétorix par un mec qui s'appelle Bruno, je crois, enfin Jean-Claude Bruno, quelque chose comme ça, qui est un des grands spécialistes des Gaulois. C'est une biographie absolument exceptionnelle, passionnante, qui nous montre qu'à peu près tout ce qu'on nous dit sur Vercingétorix est faux, mais qui nous révèle l'intérêt du personnage. Donc je dirais, bien sûr, lorsque Napoléon III cherche à montrer avec un peu de brutalité ce qui s'est passé, où ça s'est passé, quand ça s'est passé, pour construire une longue histoire qui est reprise ensuite par la Troisième République avec nos ancêtres les Gaulois, etc., il saisit un personnage dont on ne sait pas grand-chose, mais où, pour peu qu'on prenne la peine d'essayer de savoir ce qu'on sait sur lui, eh bien, qui révèle que c'est un personnage assez fascinant. Donc Vercingétorix n'est pas ce qu'on nous a dit qu'il était pendant 200 ans, mais trouvez-moi un autre chef gaulois sur lequel on peut dire autant de choses que ce qu'on a dit sur Vercingétorix. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'est pas choisi au hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, un mythe qui marche,
c'est un mythe qu'on doit interroger. Pourquoi ça marche? Et c'est valable pour, au dehors du mythe, pour quelque chose, toute chose qui fonctionne. Dire, prenez Donald Trump, c'est une catastrophe ambulante, pour peu qu'on réfléchisse un peu. Mais pourquoi ça marche? Vous voyez, c'est un peu facile de se moquer de lui et d'expliquer que voilà, ce type est en dessous de tout. Peut-être, mais il est président des États-Unis, il a gagné, il en passe d'être réélu. Donc si jamais, effectivement, on est sincère dans la dénonciation de ce président des États-Unis-là, bah, il faut essayer de réfléchir pourquoi ça marche pour éventuellement démonter et proposer quelque chose d'alternatif. Donc sur les mythes, je dirais c'est un peu pareil. Un mythe qui fonctionne, c'est un mythe qui mérite d'être interrogé et donc d'être démonté. Voilà, pour dire voilà, c'est ça qui s'est passé. Éventuellement d'être, donc je crois l'avoir fait, c'est de dire voilà, ça n'est pas vrai, mais dans le cas d'une histoire qui est quand même un peu lointaine, je veux dire, on n'est pas sur des sujets brûlants avec François Ier, c'est plus facile de faire ça de manière, je dirais, de manière tranquille. Enfin, quoique, je veux dire, on lancerait la conversation là un peu avec débat avec la salle sur le roman national appliqué à François Ier, je pense que ça peut partir en vrille assez vite. Hein. Voilà, parce que justement derrière il y a des choses. Mais donc voilà, je crois que le maître mot, ça doit être essayer de comprendre. Essayer de comprendre. Et ne pas... Peut-être qu'on peut juger à la fin, mais ne pas commencer par juger. On comprend, la démarche doit être honnête intellectuellement, et une fois qu'on a compris, on peut éventuellement avoir un positionnement moral ou un positionnement idéologique. Mais c'est vraiment la fin, ça ne doit pas être au départ qu'on fait ça. Parce que si on fait ça au départ, ben, on va nulle part, on reste dans le confort de l'entre-soi, et c'est un des drames de notre société aujourd'hui, où des groupes se créent, où tout le monde pense la même chose, on n'écoute pas l'autre et on ne se parle plus. Je pense que ce qui est vraiment important dans la vie, c'est d'être capable de ne pas être d'accord ensemble. Voilà. On n'est pas d'accord, on sait qu'on n'est pas d'accord, mais on arrive à rester ensemble. Et sur le mythe, c'est exactement ça. C'est-à-dire être capable d'interroger le mythe, éventuellement d'être en désaccord sur l'interprétation du mythe, mais en appliquant cette démarche-là, eh bien, on peut construire, on peut faire société, si vous voulez. Et c'est en ce sens-là qu'à mon avis, l'histoire, je prêche pour ma paroisse, mais une discipline particulièrement importante dans l'absolu, et j'irais peut-être encore plus dans le monde d'aujourd'hui. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup pour cette conférence.